Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime ce balado avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va? Ça va super, toi? Ça va très bien, merci. Nos auditeurs vont commencer à être habitués. Là, c'est tout le temps la même petite tournure de phrase au début. Yes. Là, aujourd'hui, une nouvelle application, une nouvelle Ouais. page, site web. Donc, cette application qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle se nomme Application de matière automatisée. Juste avant que tu te lances, Alex, là, juste dire, dans le fond, bon, encore une fois, c'est accessible sur notre site web. Puis vous allez voir, dans le fond, ça va commencer par précis et répétable. Projet d'automatisation avec un retour sur investissement rapide, avec un beau petit vidéo d'un de nos clients qui a de multiples cellules de collège. Puis les noms des applications, là, on essaie de les définir le mieux possible, là, mais application par application de matière automatisée. On parle d'application de colle, application de scellant, tout ce qui a un certain débit de matériel qu'on doit appliquer. Ça peut être un peu similaire. Dans un des derniers balados, on parlait d'application de peinture, où oui, c'est un débit de matière aussi. Bon, on a vraiment isolé la peinture, puis aujourd'hui, on focus vraiment sur tout ce qui est, on va dire, autre que de la peinture. Là. Fait qu'il y a vraiment accès colle, scellant et matière. Là, adhésive. Adhésive ou un débit de matière. Ça pourrait être du crémage à gâteau. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Parfait. Puis quand les auditeurs vont voir la vidéo, ils vont comprendre tout de suite là, pourquoi on l'a distingué de la peinture. Puis le premier texte qu'on voit en haut, dans le fond, on résume là, un potentiel d'investissement rapide, un ROI peut-être de 30%. Peux-tu expliquer d'où vient ce chiffre-là? Ouais, pas un ROI de 30%, mais vraiment une économie. Vraiment le gros secret là, ce qui est intéressant qu'il y a un robot au niveau de l'application de la matière. Là, au niveau du ROI, là, je vais juste rouvrir ma question, là, mais c'est vraiment que le contrôle du débit pour son application va être extrêmement bien contrôlé versus un procédé manuel. Quand on regarde, par exemple, une application qu'on va dire qu'on va mettre de la colle pour coller des pièces, quand on va regarder l'opérateur puis on va comparer la trajectoire opérateur avec la trajectoire robot, il va vraiment avoir normalement une très, très grosse différence par la constance. Puis l'opérateur va avoir tendance, il va avoir plus de gaspille là, à avoir mal parti, mettons, sa trajectoire, avoir dépassé, n'avoir trop mis nettoyé, jeter son truc à la poubelle, jeter de la matière à la poubelle. Le flush aussi, je pense. Le flush va être un peu va être plus constant avec le robot. Là. Si c'est un matériel qui est appelé à fuger, on va pouvoir faire un flush à tout, on va dire les 30 secondes, dans ce que l'opérateur va peut-être faire un flush avant toutes ses shots. Fait qu'il va y avoir une autre économie qui est faite là. Puis ensuite, au niveau là, du contrôle qualité, là, une pièce sur laquelle on va avoir un dépôt de colle, qu'on a collé des pièces par après, ben, l'opérateur lui va mettre de la colle suffisamment, souvent beaucoup trop, pour que ça colle ou pas assez. Fait que ça va résulter en soit du décollement ou du nettoyage qui doit être fait après. Tandis que le robot, lui, on va le programmer pour venir vraiment appliquer la bonne quantité de colle. Fait qu'on va éliminer le risque de décollement, mais on va aussi éliminer les étapes de nettoyage après s'il y a du débordement de produit. Je comprends. Fait que, grosso modo, en règle du pouce, là, ça fait plusieurs projets qu'on fait là, dans de l'application de matière automatisée. On peut se gager là, à peu près là, une moyenne de 30%, là, dépendamment de comment c'est fait actuellement là, sur l'économie de la matière première. Fait que ça, en plus de sauver sur tous les autres aspects de projet, comme la main-d'œuvre, la santé, sécurité, et ainsi de suite, là, ben, on va vraiment sauver sur la matière première. Super, parfait. Fait que ça, c'est la petite partie avec la vidéo qui était le texte à gauche, la vidéo à droite. Ensuite, une série de photos où on voit tout le temps un robot collaboratif. On va expliquer plus tard là, pourquoi on voit ça, puis les d'autres technologies qui sont disponibles. Puis quand on se rend directement, là, il y a une photo qui est intéressante, je pense que c'est l'avant-dernière. Là, on voit qu'on colle quasiment. On n'est pas à vertical, là, mais on n'est pas loin d'être à vertical. Là. Ça, c'est intéressant. Là, avec le robot, on est capable de faire ça aussi. Il ne faut pas juste penser que c'est à l'horizontale. La dernière photo, on voit un robot, là, dans le fond, ce qu'on a fait. Un robot, souvent, ça a une portée déterminée. Fait que quand le client a des pièces qui sont plus longues, on est capable de venir rajouter. Là, si on n'a pas parlé dans un autre balado, on va en parler là. Souvent, un robot, ça va avoir 6 axes. Si on veut en rajouter plus de portée, on va rajouter un 7e axe qui va le permettre de le déplacer, disons, sur une distance de 2 mètres ou plus. Ça reste après ça dans les détails du projet, les dimensions des pièces, la cadence, un peu comment que le flow de la production se fait et tout. Là. Fait que c'est vraiment de garder en tête que c'est vraiment. Je pense que c'est aussi au niveau de la peinture, qui est l'application de matière, mais les robots d'application de matière, je pense que c'est dans les catégories d'applications qui ont vraiment le plus gros impact sur la qualité. Je pense que les clés du ROI sont vraiment là-dedans. Parfait, super. Ensuite, on rentre dans notre section, notre fameuse question fréquente. Fait que la première, Alex, se lit comme suit.
Quel type de robot puis-je utiliser pour cette application? Robot collaboratif, robot industriel ou robot cartésien? Pour répondre à cette question-là, dans le fond, ça dépend vraiment, c'est vraiment l'application là, qui va venir nous définir quel genre de robot, on peut prendre. Puis souvent, ça va être le type de pièce qu'on va regarder. Heu, Quand on va avoir une pièce qui a un relief, on va dire, un peu plus, 2 dimensions, là, par exemple un cadre de fenêtre Ah ou ouais. un cadre de porte là, où ce que ça va changer en X, Y et en hauteur Z, mais qu'il n'y aura pas de changement d'orientation du fusil demandé. La plupart du temps, le robot cartésien pourrait être un très bon candidat. Un robot cartésien, c'est vraiment comme un gantry, là. Ben, c'est un robot qui va se déplacer en X, Y et en Z seulement avec aucune rotation, là, comme une table de découpe CNC. Mmh. Si on rentre dans des pièces là, vraiment avec des reliefs, là, tu sais, on pense souvent à des pièces d'automobile, là, par exemple, comme des phares là, d'automobile, où tu Ouais. as un 3D à suivre, tu as des courbes à suivre aussi, des changements d'orientation. Là, c'est sûr que le robot sériel va devenir vraiment plus Intéressant. attrayant. Ouais. Robot sériel, c'est vraiment les joints du robot sont en série, donc c'est vraiment comme un bras humain, fait qu'on va pouvoir facilement changer l'orientation de notre buse de colle ou de débit. Ensuite, au niveau du collaboratif versus industriel, encore là, les deux choix sont pertinents. C'est une application à succès pour le robot collaboratif. Souvent, ce type d'application-là va demander une bonne proximité avec l'opérateur. Mmh. Des fois, on a un nettoyage, on a une préparation de surface qui doit être faite avant le collage. Donc, le robot collaboratif peut permettre à l'opérateur de travailler à proximité sans arrêter le robot, puis de faire sa préparation ou de venir chercher sa pièce qui est finie, puis d'interagir tout de suite sans Ouais. avoir d'interface de sécurité entre les deux. Puis, règle générale, il y a beaucoup de procédés d'application de matière où ce que tu es quand même, comment je peux dire, tu es quand même limité par ton débit de matière. Fait que ça fait en sorte que ton On robot voit. peut pas généralement aller à des cadences, à des vitesses extrêmement rapides. Donc, on est capable de rester dans une vitesse dite collaborative. Fait que c'est souvent une belle application pour Limité ce par type le de robot-là. procédé. C'est ça. Puis le robot industriel, lui, dans le fond, il va pouvoir faire tout ça. C'est juste que la safety devrait être gérée différemment, là, mais les deux sont des bons candidats. Mais on voit beaucoup de succès pour le robot collaboratif, là, a priori, dans ce Pour type cette d'application-là. merveilleux. Deuxième question. Est-ce que je peux automatiser mon application de matière, même si j'ai une grosse production de plusieurs petites pièces ou on se réfère souvent en anglais high Ouais. mix, low volume? Ouais. En gros, encore là, ça dépend vraiment, là, puis on en a parlé dans un autre épisode, là, de comment qu'on peut venir jouer sur cette. Est-ce que j'ai de la similitude dans cette variation-là ou je n'ai Mmh. aucune similitude? Puis si j'ai aucune similitude, qu'est-ce que j'ai de numérique de disponible pour venir automatiser ça? Donc, si on parle encore une fois, comme on a mentionné dans un autre épisode, c'est vraiment on part de j'ai toujours la même pièce 24/7, là, on va l'exagérer. Mmh. Mais ça va être un seul programme robot. Le robot va débuter, il va faire son application avec un seul programme. Aucun risque là. Dans une deuxième phase où ce qu'on va dire, on va pouvoir identifier des familles de modèles, donc des familles qui vont être différentes d'une famille à l'autre, mais à l'intérieur d'une même famille, qui vont avoir des variables facilement identifiables qu'on va pouvoir venir faire altérer la trajectoire robot. Juste, donner un exemple, mettons, j'aurais, des cylindres, fait que j'ai des diamètres, des longueurs qui changent. Puis Exact. mon autre famille, c'est des prismes à base rectangulaire, fait que j'ai, largeur, longueur puis hauteur. Exact. Fait que dans ce cas-là, les trajectoires robots vont être programmés. Selon la famille. Exact. En fonction des variables Mmh. qu'on va avoir dans chaque famille. Fait que ça va être facile de les varier. Puis ensuite, si jamais on a vraiment aucune variation, ben, il y a des outils, c'est de voir les fichiers numériques. Est-ce qu'on a des dessins d'XF, des CSV ou autres fichiers qui nous permettent d'identifier les trajectoires de collage ou de faire varier ces trajectoires de collage-là. Fait que ça dépend vraiment de ce qui est disponible, mais tout est quand même possible. Exact. Veux-tu toucher un petit peu sur la vision ou, Ouais, la vision, on peut quand même l'utiliser pour. Puis encore là, ça reste touché. On en parlait, je pense, dans notre podcast sur la vision. Il ne faut pas assumer d'entrée de jeu que la vision va tout faire, mais Mmh. la vision pourrait être une bonne solution pour identifier les endroits de collage. Fait qu'encore là, c'est vraiment l'application. Là, on vous recommande de nous contacter, de nous shooter l'idée, puis on va pouvoir vous diriger rapidement vers la bonne solution pour votre application. Parfait, merveilleux. Troisième question. Quel type de produit ou de matière est-ce que je peux faire? Il y en a vraiment beaucoup, là, puis je dirais on n'est pas on n'est pas les experts, mais aussitôt qu'on va voir l'humain faire son application, on va pouvoir répondre si c'est généralement automatisable. Puis à date, là, on n'a pas vu de produit qu'on n'était pas capable d'appliquer avec un robot. Des fois, c'est une question de disponibilité, là, c'est de creuser un peu nos recherches. Là,
souvent, ce qu'on va rencontrer, c'est une application d'application de matière qui va partir à partir de des cartouches, par exemple. Ouais. Comme Mettons qu'on prend un saucisson de silicone, mettons, c'est que le ça, gars va rentrer dans exactement, son avec pistolet. un fusil à colle. Mais souvent, les premières recherches qu'on va faire, c'est est-ce que ça serait viable de changer pour un Un baril baril. 45 gallons avec un système de pompe où il n'y a pas assez de quantité. Si on reste dans la cartouche, il y a des solutions disponibles. Souvent, là, le secret dépend vraiment de qu'est-ce qu'on va aller chercher comme gain. Là. Est-ce qu'on va vouloir changer, mettons, le saucisson à toutes les X nombre de minutes. avec les X minutes, ou est-ce qu'on fait le switch vers le 45 gallons? Fait que normalement, il y a tout le temps de solutions. C'est juste que des fois, il faut la creuser vraiment dans le procédé, puis peut-être le pousser plus loin de qu'est-ce qu'on utilise actuellement. Fait que Exact. nous, en le voyant, on va vous poser les bonnes questions pour voir s'il y a autre piste de solution, mais généralement, pas mal tous les genres de matières se font. Reste au niveau du contrôle de débit, là, il va y avoir plusieurs méthodes différentes. Ça va vraiment dépendre des specs de qu'est-ce qui est utilisé. En gros, les grandes lignes, pour des systèmes qui sont en application manuelle présentement, qui fonctionnent, mettons, sur des barils 45 gallons, on peut ne pas faire de contrôle de débit poussé, là, une boucle de contrôle dans le robot pour contrôler. Parfois, dépendamment de la qualité requise, on peut assumer que le robot va être à une vitesse constante, qu'elle va contrôler la pression de la pompe, puis ça va résulter à une application satisfaisante au niveau de la constance d'application. Seule chose qu'on va faire, c'est peut-être faire un test de flush pour juste calibrer peut-être entre les journées ou à des moments spontanés dans la journée, parce qu'on a des changements de température ou des changements de l'eau de notre matière première. On va juste débiter pendant tant de temps dans un contenant. On va valider le poids de ce qui a été débité pour simplement confirmer que bon, ce mix de recettes-là, vitesse, pression et tout, est encore bon pour continuer la production. Puis sinon, ben, ça dépend. Là, il y a des débitmètres massiques. Là, ça va dépendre vraiment des viscosités, des fiches techniques là, de la matière première. Mais il y a moyen de le contrôler vraiment extrêmement précis. Super. Tout est possible. Prochaine question. Quels sont les secrets pour le meilleur ROI de ma cellule d'application de matière automatisée? Là, on a parlé quand même pas mal en intro, mais on peut peut-être en glisser encore quelques mots. Oui, c'est vraiment, pour de vrai, c'est vraiment. On va parler souvent des salaires, de la main-d'œuvre, des enjeux de sécurité. Puis cette application-là, c'est vraiment de la gratte autrement, là, de dire, OK, ma qualité va être grandement améliorée. C'est quoi? Qu'est-ce que ça l'engendre quand j'ai un fail au niveau de ma qualité? Qu'est-ce que ça l'engendre au niveau des matières premières? Qu'est-ce qu'il faut que je retravaille? Est-ce que je jette ma composante? Quand je jette ou quand je me rends compte que la composante décolle, est-ce que ma pièce était rendue chez le client, ça cause un défaut, puis là, ça revient à l'interne? Fait que c'est vraiment d'aller creuser ces coûts-là de défaut là, dans cette application-là. Fait que, on a toutes les mêmes variables que d'habitude, mais celle-là, il faut vraiment la creuser parce qu'elle peut vraiment être la clé du succès. Puis côté économie de matière, là, je fais une petite parenthèse. Est-ce que c'est un peu comme la peinture, c'est-à-dire qu'on a un barème, mettons, min-max, puis on est capable de venir s'accoter sur le minimum, fait qu'on sauve tout le temps un petit peu de... C'est exactement ça. Fait qu'on va avoir une limite, là, dépendamment de l'application. Normalement, il va y avoir une tolérance à respecter, mais on va être capable d'aller à côté de la tolérance minimale avec un certain jeu là, qui va dépendre souvent à quel point la matière peut varier dans le temps ou la précision du contrôle de la précision. Il y a un match à faire, mais on va essayer de se rapprocher vraiment de la quantité minimale. Merveilleux. Dernière question. Donc aujourd'hui, c'est un petit balado, mais encore une fois, très intéressant. Puis-je utiliser les mêmes équipements de distribution de matière que ceux que j'ai actuellement, par exemple la pompe, le pistolet ou d'autres équipements? Généralement, oui, on va venir altérer. On va regarder comment que le on-off, bien sûr, on va partir du on-off, comment que le on-off de ça va être fait, puis ensuite, comment que l'opérateur va le faire, c'est quoi l'autonomie de la quantité de matière qu'on a disponible pendant combien de temps qu'on peut l'appliquer. Mais généralement, on peut partir de des trucs qui existent déjà. Puis aussi, on peut aussi regarder pour les changer pour avoir un meilleur contrôle. Fait que oui, normalement, on est capable de repartir de ce qu'il y a en place. Soit que les équipements permettent d'ajouter soit des valves de contrôle pour contrôler nos pompes. Ou des fois, c'est arrivé aussi dans le passé où les pompes sont bonnes autant manuelles qu'automatiques. C'est seulement le fusil qu'on vient changer pour un fusil automatique ou des trucs comme ça. Règle générale, là, on n'est pas obligé de repartir à zéro. de zéro. Ouais. Ah, c'est fun. Avais-tu d'autres choses à rajouter sur cette application-là? Non, c'est vraiment une des applications, ce que la ROI, la plupart du temps, au niveau de la qualité, économie de matière, en plus des autres variables. Fait que c'est vraiment une belle application pour dire on regarde pour robotiser ça. Il y a souvent un bon gain à aller chercher. Puis, modification de trajectoire, à quoi j'ai un flash, mais je sais pas si ça peut être intéressant. Oui, on installe la cellule, oui, elle est programmée avec des pièces, mais on l'a déjà fait de changer des ferrets, d'en remettre d'autres, puis de refaire une autre programmation. Oui, on fait d'autres programmes. Puis, avec le temps, souvent,
des clients, mettons, qui demandent la formation pour venir faire les ajustements de trajectoire là, de colle ou autre. C'est sûr, avec le temps, on va le voir, puis on va essayer de continuer en constance, de diminuer les quantités de colle aux endroits qu'on sent qu'on n'a pas de décollement. Fait que c'est une cellule qui est vraiment en amélioration continue, qu'on va continuer avec le temps d'améliorer nos mouvements robots pour aller chercher une constance. Mais c'est sûr que maintenant, on converge vers un point où c'est pas mal optimal, Top la notch. qualité est là, tout est là. C'est là que le problème est. C'est uniquement des trajectoires robots. Il n'y a pas de stress à avoir. Là. Bon, ben super. Fait que pour conclure, je tiens à rappeler aux auditeurs qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial-reftexis.com, podcast à commercial REVTECHSYS.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci Alex, aux auditeurs et à bientôt.